Salut les judokas, ce matin je pars à la journée porte ouverte du club Super AI. Donc j'emmène ma petite caméra parce que je me demande pourquoi organiser une journée porte ouverte en fin d'année, surtout comment l'organiser pour que ce soit un vrai succès. Et donc je vais tout simplement interviewer les organisateurs, que ce soit les membres du bureau, le professeur, les parents peut-être, on va voir ça. Donc je vous emmène avec moi et pendant le voyage, bien sûr, cliquez sur s'abonner parce que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. A tout de suite. Ça montre la dynamique des impliqués du bureau, aussi des membres extérieurs. Ça marche aussi beaucoup sur le volontariat des gens. C'est quand même un travail qui a été fait quand même en amont. La préparation des ceintures, des petits cadeaux qu'on va leur faire. Alors aujourd'hui, il y a eu plusieurs animations, c'est pour attirer un public un peu plus large. Montrer que le judo, c'est pas forcément que du combat. Il y a aussi une partie physique et préparation physique aussi. Ça permet aussi pour les adultes de rentrer dans le judo en commençant par quelque chose un peu plus doux, on va dire, que le judo. Il y a motricité, donc c'est les enfants entre 3 et 4 ans. Il y a les parents qui viennent avec des enfants qui sont plus petits, donc après tout le monde essaye. Ensuite, il va y avoir les plus grands, donc de 4 à cadet, c'est-à-dire 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et on va faire par enfant, et avec les adultes, les petits, les grands, les moyens, tout le monde. Je vais parler pour les enfants qui sont déjà judokas, je vais pas parler des enfants qui pourraient le devenir. Pour ces enfants, c'est leur fête. Et puis c'est leur moyen aussi de montrer un peu leur capacité par rapport aux parents. Parce qu'avec le Covid, les parents restent dehors, donc ne voient pas la pratique de leurs enfants, ne voient pas non plus la progression de leurs enfants. Donc en faisant ce genre de fête, et de remise de ceinture, les parents voient le résultat et ils sont généralement très très contents de ça. Et puis cette remise de ceinture enfin, c'est la récompense d'une année faite au sein du Judo Club d'Ailly-sur-Loire. On est tous là, tous ensemble, tout le club, que ce soit des petits jusqu'aux adultes. Voilà, ça permet aux enfants de découvrir ce qui se passe avec les moyens, avec les grands, comment ils vont devenir par la suite de leur pratique de judo. Que aussi on a des jeunes qui démarrent sur le tard et qui vont accéder à leur ceinture noire. Donc voilà, ça leur donne aussi une vue sur la suite de leur carrière de judoka. Alors la dynamique des parents, tout le monde est motivé. Tout le monde est là pour donner un coup de main. Après on a un très beau bureau où il y a des parents qui ont les enfants qui sont sur place. Et au niveau des parents qui viennent accompagner leurs enfants, tout ça, ils sont toujours auprès de nous à poser des questions et ils savent qu'on investit et qu'on est là pour s'occuper des enfants, donc très rassurés. Tout le monde peut monter, judogi ou pas, jogging, peu importe, ils peuvent venir s'amuser avec leurs enfants, découvrir ce que les enfants font tout au long de l'année et prendre du plaisir avec eux. Il y en a plusieurs qui à la base ne le faisaient pas, ils sont venus prendre du plaisir avec les enfants et ils sont montés. C'est beaucoup d'adultes, le groupe a augmenté d'année en année. On était à 5-6 adultes peut-être, là on arrive à 20-25. Alors le Covid malheureusement a entraîné toutes sortes de répercussions évidemment dans les manifestations sportives, mais on a perçu une aide en termes d'association qui n'est pas négligeable du tout et qui nous a permis d'un peu plus encore d'organiser les événements. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut bien comprendre aussi que là les événements reprennent. Donc il y a un petit peu plus de fonds à dégager aussi, parce qu'on est un petit peu pressé de reprendre les activités et donc d'organiser les choses, donc il y a un petit peu plus de dépenses à faire aussi. Voilà. Okay. Mais c'est vrai qu'on tourne un petit peu là dans ce club-là, on est sur des comportements habituels quand même. Ce qui fait qu'on est capable de prévoir assez longtemps à l'avance. Donc là, tout ça, il s'agit pour moi, alors pour nous, moi je suis un petit peu aidé aussi d'équilibrer tout ça, de veiller à ce que tous les groupes puissent s'équilibrer forcément. Moi, en tant qu'élu et en tant que pompier, j'ai plus de relations avec tous les élus de la commune et de la com. Donc
Comme chaque année, on s'arrange avec la communauté de communes pour pouvoir avoir l'espace de jeu qui est en bas là, c'est là où il y a le tennis, le hand, le basket, etc. Pour pouvoir l'utiliser 2 à 3 fois par an. Donc c'est une bonne relation que l'on a avec nos élus, avec nos partenaires institutionnels, donc que ce soit la mairie, la Comdecom, le département, voire même la région, avec qui on s'entend bien, avec qui on a des subventions. Je connais beaucoup de journalistes, donc il y a eu des publicités qui ont été faites gracieusement et gratuitement dans le Courrier Picard et dans le Bonhomme Picard, au niveau du service du site internet de la Comdecom et du site internet de la commune d'Ailly-sur-Noye, où les affiches ont été mises, ainsi que dans les différents commerces, les boucheries, les boulangeries, etc. Faire venir un grand champion pour nous, c'est aussi amener une image de marque sur notre club. Ça veut dire que notre club, il n'est pas si petit que ça, il a aussi des ambitions. Ça va être d'afficher, de faire rêver un petit peu les petits, leur dire hey, regardez les amis, le grand champion il est là et pourtant ils ne sont pas si loin que ça peut être vous demain ou après-demain. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir un Mathieu Bataille qui était quelqu'un qui était accessible, qu'on avait déjà vu une fois ou deux dans le circuit d'animation et on savait qu'il était pas très loin d'ici puisque le club d'étape c'est à 1 heure de route. Donc un petit peu par les réseaux et puis avec un petit peu de chance on a réussi à l'avoir pour notre événement. Et quand je vois les yeux des enfants et des parents, je me dis qu'on a bien fait. Et me voilà de retour après cette super journée avec le beau t-shirt du club, ça c'est la classe. Alors je vais vous résumer en 5 points les intérêts évidemment d'organiser une telle journée, mais surtout aussi les points de vigilance ou en tout cas des conseils d'organisation pour que ce soit une journée réussie. Alors, premier point, vous l'avez bien compris, ça permet d'attirer de nouveaux pratiquants sur nos tatamis via 3 portes d'entrée au moins, c'est celle qu'on a vue aujourd'hui en tout cas. La première, c'est de permettre aux parents de venir pratiquer avec leurs enfants, mais ça pourrait être aussi des amis. En tout cas, l'idée, c'est que on passe d'une idée du judo qui peut-être fait un peu peur entre les chutes, sport de confrontation, etc., à en fait un bon moment avec ses amis, avec ses enfants, où on prend plaisir et du coup ça adoucit, en tout cas on se dit oh, bah, en fait c'est cool sur un tatami et ça donne envie de s'inscrire. La deuxième porte d'entrée, c'est via une autre activité. Aujourd'hui, on a vu le crossfit, mais ça pourrait être, il y en a qui font du taïso, mais ça pourrait même être un concours de dessin, peu importe, puisque l'idée, ça va être de ramener les gens via une bonne ambiance, de leur permettre de créer des liens avec les personnes du club et de voir que c'est sympa, et pourquoi pas dans un deuxième temps passer le pas et aller sur le tatami. Et puis la troisième façon aussi, c'est via le bénévolat. Il y a toujours des gens qui sont assez sensibles pour donner un coup de main, surtout quand c'est une fois dans l'année pour un événement. Donc ils donnent un coup de main, puis finalement à nouveau ils créent des liens, l'ambiance est sympa. Finalement on va donner un coup de main 2-3 fois dans l'année, on va devenir un bénévole régulier et puis au fil du temps pourquoi pas aller sur le tatami. En tout cas c'est ce qui est arrivé à Delphine et Flo que vous avez vu dans les interviews de cette vidéo. Point de vigilance ou conseil d'organisation pour pouvoir attirer de nouveaux pratiquants, d'abord c'est de bien définir avec le club quel est votre objectif et du coup à quelle tranche d'âge vous allez vous adresser pour bien vous organiser. Delphine l'a expliqué, eux ils avaient fait le choix que même les enfants de moins de 4 ans pouvaient être accueillis sur le tatami. C'est un choix à faire même si on sait qu'ils ne vont pas pouvoir s'inscrire en septembre. Est-ce qu'on fait le choix pour les enfants de moins de 4 ans de peut-être faire une animation à côté, mais dans ce cas-là, ça veut aussi dire que ça mobilise soit les parents qui ne peuvent pas être ailleurs, soit des éducateurs. Donc tout ça, c'est à penser. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des grands-parents? Est-ce qu'ils sont dans le public et c'est très bien comme ça, ou est-ce qu'on imagine quelque chose pour eux? Qu'est-ce qu'on fait des non-sportifs? Donc il faut vraiment balayer l'ensemble des différents publics qu'on va avoir et tout simplement faire des choix. Il n'y a rien qui est bien, rien qui est mauvais, mais en tout cas, l'idée, c'est de correspondre aux objectifs de son club. Et puis le deuxième point, c'est au niveau des animations, on va dire, autour du judo. Si vous n'avez pas beaucoup d'idées, vraiment la règle d'or, c'est tout simplement en parler et de prendre un maximum d'idées d'un maximum de gens. Entre les idées et les contacts locaux, en général, il y a toujours des animations qui peuvent émerger. Si je prends l'exemple de cette journée, eh bien, c'était l'un des membres du club qui connaissait ce jeune qui faisait du crossfit et c'est comme ça que les choses se sont faites. Donc plus on en discute autour de nous, plus on va trouver des idées, des contacts et c'est quand même rare qu'on soit complètement à sec sur cette partie-là.
Deuxième énorme intérêt, c'est au niveau de la dynamique interne du club. Donc là, pour moi, il y a 3 points qui sont super quand on monte un tel projet, qui est quand même un projet d'envergure. C'est que, on est obligé de passer du temps ensemble pour s'organiser, et ça, mine de rien, ça crée des liens, ça peut même créer des bonnes amitiés, et on sait que le bénévolat, on y passe du temps avec plaisir quand on a des amis. Donc ça, c'est important de renforcer les liens entre l'équipe au sens restreint du terme, comme les membres du bureau, mais au sens plus large aussi, avec les différents bénévoles. 2, autour d'un projet comme ça, on découvre petit à petit les compétences de chacun, et donc on va pouvoir aussi mieux utiliser, cibler les compétences. On a eu l'exemple de Richard qui, en tant qu'élu à la mairie, du coup a pris naturellement tout ce qui était lien avec les institutions. Donc chacun va avoir des compétences et des fonctions pour lesquelles il sera plus à l'aise, donc autant lui confier ce que la personne apprécie. Et puis 3, ça c'est important, ça va aussi valoriser les bénévoles, les membres du bureau, les membres du conseil d'administration, etc. Parce qu'ils vont pouvoir justement apporter leurs idées, donner leur vision de ce qu'ils aimeraient pour le club. Et on sait que plus on participe à quelque chose, plus on s'en sent partie prenante, plus on va rester, et on va aussi pouvoir donner de son temps et de son énergie. Alors au final, au-delà d'avoir une journée, un événement réussi, finalement, comme vous le voyez, c'est une conséquence dont on va bénéficier tout au long de l'année, que d'avoir dynamisé comme ça l'équipe au niveau interne dans le club. Un petit conseil d'organisation à ce niveau-là, d'après moi, c'est important d'avoir un coordinateur qui ait une vue d'ensemble. Alors c'est vrai que c'est souvent le président, mais c'est pas obligatoire. On peut imaginer un simple coordinateur pour ce projet-là. Et le coordinateur doit, à mon avis, avoir 2 qualités principales. 1, de savoir avoir une vue d'ensemble et de repérer les compétences de chacun pour bien faire des propositions adaptées de répartition des tâches, et en tout cas rectifier le tir quand de façon naturelle ça prend pas forcément la bonne direction. Et puis 2, surtout, à mon avis, le coordinateur doit avoir vraiment conscience que c'est sur la base du volontariat, c'est ce que le président David nous a bien rappelé, c'est sur la base du volontariat, donc doit avoir une forte reconnaissance, un esprit positif, parce que c'est ça qui va donner l'état d'esprit à l'ensemble de l'équipe et des bénévoles, et les gens doivent vraiment évoluer dans un cadre, on va dire, positif, où on est souvent remercié, parce que c'est comme ça qu'on avance, et la bonne ambiance, ça compte pour le bon résultat. 3e bénéfice, valoriser les judokas, et peut-être plus particulièrement les enfants, mais les judokas en général. Il y a la remise de ceinture, qui est donc le reflet du travail de toute l'année, comme l'a précisé Denis. Ça peut être aussi l'occasion de féliciter ceux qui participent aux compétitions ou aux tournois dans l'année. Ça peut être l'occasion de démonstration. On a vu un très bref extrait ici de 2 jeunes adolescents qui commençaient à travailler leur kata. C'était un moment pour eux de le présenter à l'ensemble du club. C'est aussi, comme l'a très bien expliqué le professeur Denis, une super occasion pour les plus jeunes ou pour les débutants de voir ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils peuvent devenir, de voir des plus gradés, des plus adultes, et d'avoir une image un petit peu de leur carrière de judoka. Et puis 5, c'est aussi, lorsque c'est un rendez-vous récurrent, un super axe de travail et de motivation au fil de l'année. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là peut vraiment compter quand on sait, quand c'est un rendez-vous attendu, préparé, et quand on sait que ce jour-là, ça va être un peu spécial, on va pouvoir démontrer quelque chose, on va être récompensé pour quelque chose, etc. À ce niveau-là, point de vigilance ou d'organisation pour bien réussir cet objectif de valorisation, c'est de penser à qui va être là, en fait. À nouveau, bien se poser la question par rapport aux objectifs du club. Est-ce que c'est réservé aux adhérents ? Bon, du coup, on perd l'objectif de récupérer des nouveaux pratiquants, en tout cas il est diminué, mais c'est pas grave si la priorité c'est de valoriser. Est-ce qu'au contraire, on invite par exemple les clubs voisins, les clubs amis, des clubs qu'on ne connaît pas beaucoup mais avec qui on voudrait créer des relations? Est-ce que la communication va se faire au niveau de la communauté de communes, départementale, régionale, donc du coup avec des gens qui peuvent peut-être venir de très loin? Donc bien réfléchir à qui va être présent, qui va être dans le public, qui va participer à cette journée, parce que ça va jouer sur la teinte de la journée, si je puis dire. Et puis la deuxième chose également, c'est de bien penser à la communication, certes avant, mais aussi pendant et après l'événement. Pendant l'événement, qui prend les photos, les vidéos, peut-être des interviews, et puis après, où est-ce qu'on partage? Est-ce que c'est réservé dans un groupe uniquement réservé aux adhérents? Est-ce qu'on a les droits à l'image? Est-ce que c'est diffusé de façon plus large? Pensez à envoyer les photos ou vidéos faites aux bonnes personnes, etc. Donc tout ça, ça se pense pour que, en fait, tout simplement décupler un petit peu l'effet valorisation, que ce soit pas forcément que le jour J, mais qu'au contraire, on ait des traces, qu'on puisse en parler à la maison, aux amis, quand on revient chez soi, dans les mois qui suivent, et qu'on ait des bons souvenirs, aussi une trace de l'histoire du club.
Allez, on passe au 4e avantage, vous l'avez bien compris, ça développe énormément, ça augmente la visibilité du club, ça favorise son image auprès des partenaires qui soient institutionnels, sponsors, etc. Donc quand je dis institutionnel, je pense essentiellement au pouvoir public, ça peut être mairie, communauté de communes, département, région, etc. Mais ça peut être aussi des partenaires privés, des commerces, d'autres associations, des entreprises et tout ce qui est sur le territoire en fait du club. À ce niveau-là, l'énorme avantage de ce type de journée, c'est que cet ensemble de partenaires voit combien le club est dynamique. Or, il faut savoir que notamment les financeurs sont extrêmement friands de 3 points. 1, tout ce qui est prise d'initiative, des associations qui ont des initiatives qui proposent des choses. 2, tout ce qui est accessible à un grand nombre, et là c'est le cas sur ce genre de journée, quelles que soient les tranches d'âge que vous choisissez, globalement ça va quand même accueillir beaucoup de monde, accessible à tous, et ça vraiment les financeurs adorent ça, parce que ça touche beaucoup de monde. Et puis 3, tout ce qui fédère les gens, ce qui enthousiasme les gens, là où les gens repartent avec le sourire, donc je crois que c'est le cas. Alors au-delà du fait d'espérer d'avoir des financements plus facilement, ce qui sera le cas, parce que forcément quand on se fait repérer, connaître, sur ces critères-là, c'est logique, les financeurs sont plutôt favorables à la structure, au club. Mais au-delà de ça, ça permet aussi d'entretenir des bonnes relations de long terme. Et à côté des financements, on sait bien qu'on a besoin aussi de partenaires pour des prêts de lieux. Richard l'a cité avec le complexe sportif, mais aussi de matériel, d'équipement, pourquoi pas de partenariat, on l'a vu pour d'autres animations, etc. Alors juste un seul point que j'appellerais de vigilance sur ce plan-là, c'est pour moi en tout cas de faire attention d'entretenir des relations avec les partenaires, qu'ils nous soutiennent ou pas, qu'ils nous financent ou pas. On ne sait jamais quand un financement pourra tomber, on ne sait jamais les besoins qu'on aura. L'important c'est à mon avis, développer une relation sincère, de communiquer, d'être heureux de montrer ce qu'on fait. Après, l'institution ou le commerce ou l'entreprise, il a les moyens, il a l'agenda de nous financer ou pas, mais même s'il ne nous finance pas, ça n'empêche pas d'avoir de très bonnes relations, d'avoir tout simplement plaisir à partager ce qu'on fait sur un même territoire qu'on partage. Mais je pense que c'est important d'entretenir ces relations avec l'ensemble des partenaires du territoire. Et puis le 5e et dernier point, c'est de faire rêver vos judokas, et pas que les enfants, les adultes, les parents, etc. Si vous avez l'occasion d'inviter un grand champion. Alors inviter un grand champion, c'est pas si difficile que ça. Encore une fois, quand tout le monde s'y met et qu'on fait fonctionner le bouche à oreille, on arrive à avoir un contact. Regardez en premier lieu s'il n'y a pas des champions qui viennent de votre région, parce qu'en général ils y sont sensibles. Et puis on arrive toujours à avoir un contact pour poser la question. Évidemment, l'énorme intérêt, c'est que ça rend la journée unique, c'est que tout le monde aura un souvenir vraiment marquant de cette journée dans sa vie de judoka. Et ça, c'est super important, les moments mémorables dans sa vie de judoka. Et d'ailleurs, il y a plusieurs champions qui se rappellent encore quand ils étaient petits, telle ou telle journée spéciale où ils avaient eux-mêmes eu la chance de pouvoir rencontrer un grand champion de leur époque. Alors, sur ce plan-là, le point de vigilance, ce serait simplement de bien se préparer en amont. Les champions ont souvent un agenda bien chargé, donc il faut prendre vraiment en avance. Et puis au niveau du budget, de bien le préparer aussi, de l'insérer dans le budget dès le départ. Et d'ailleurs, de manière plus générale, le budget, évidemment, lister toutes les dépenses bien en amont. Mais ça me donne l'occasion de faire la transition tout de suite sur le fait que vous pouvez télécharger en description ou en tout cas quelque part autour de la vidéo, tout simplement une checklist que j'ai faite avec ce que je viens de dire, tous les points mémo. Vous allez pouvoir vérifier si vous avez envie de vous lancer sur l'organisation d'une telle journée, vérifier que vous n'avez rien oublié. C'est aussi une checklist qui aide beaucoup à l'organisation, qui fait quoi, qui organise quoi. Donc ça, vous pouvez le télécharger. Et pour conclure, j'aimerais juste rajouter 2 points. C'est que d'abord, je sais que parmi tous ceux qui écoutent, il y a des grands expérimentés de ce type de journée. Donc n'hésitez vraiment pas, évidemment ça ne peut pas être exhaustif, puis en plus je ne pense pas à tout. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter, que ce soit la vidéo, l'article, le podcast, pour vraiment donner votre expérience, ajouter des points. Pourquoi ? Parce que d'abord, ceux qui n'ont pas l'expérience et qui ont envie de se lancer seront très heureux de vous lire. Et ensuite, parce que moi-même, je vais compléter l'article écrit, donc la vidéo elle va rester ce qu'elle est, mais l'article écrit qui se trouve sur le site secretjudoka.com sera évolutif, c'est-à-dire que je vais prendre au fur et à mesure dans les commentaires qui seront postés les points importants qu'il faut rajouter pour ne rien oublier, tout comme la checklist que vous pouvez télécharger. Au fur et à mesure, je pourrai la mettre à jour pour qu'elle soit peut-être complétée si jamais j'avais oublié des choses. Donc, en conclusion, vous l'avez compris, téléchargez la checklist, commentez de votre expérience et puis allez sur le site secretdejudoka.com pour voir l'article écrit et être sûr d'avoir la version mise à jour. Je vous souhaite une excellente continuation dans vos clubs respectifs.
je souhaiterais dédicacer cet épisode à tous les bénévoles de tous les clubs parce que sans eux, les clubs ce serait impossible de faire du judo. Donc un immense merci à tous les bénévoles et puis surtout ceux qui hésitent, qui doutent, lancez-vous dans l'organisation d'une telle journée. C'est du boulot, mais c'est un énorme plaisir dans la préparation, un énorme plaisir le jour J et un énorme plaisir dans les semaines, jours qui suivent quand on y repense. Allez, ciao les judokas!